y a des difficultés jusqu'à venir perdre sa vie, c'est difficile. Si nous pouvons venir en aide à ces centres-là, un petit geste suffirait. Par exemple, ici, il manque le gasoil, comme on l'a dit. Apporter un peu de gasoil ici pour que si le courant est parti, comme la SNE a l'habitude de nous faire cocu parfois, qu'on nous apporte un peu de gasoil pour essayer de pallier à la situation de ce Cécile-là où il manque un peu de gasoil. Merci. Comme toutes les autres femmes, celle de la SNE s'était réunie le 8 mars autour d'un pot dans un restaurant de la place. Ces femmes, conscientes des défis qui sont les leurs, ne ménagent aucun effort pour les relever. En effet, comme leur père masculin, elles ont pour mission produire, distribuer et commercialiser l'énergie électrique à toute la population. L'effectif des femmes à la SNE est de 250 sur 600. 4 femmes sont responsables d'agences commerciales sur les 8 que compte Brazzaville. En Libye, prise de fonction du nouveau Premier ministre de la transition hier mercredi, Abdallah Al-Tini a prêté serment devant les membres du Congrès libyen. Il assurera l'intérim pendant 2 semaines. Il reprochait à son prédécesseur Ali Saïdan de ne pas avoir résolu la crise pétrolière. Africa 24 pour le reportage. 48 heures après la destitution du Premier ministre Ali Zaïdani, le nouveau Premier ministre de la transition a prêté serment mardi soir devant les députés du Congrès libyen. Le Parlement a effectivement voté pour le retrait de la confiance au Premier ministre Ali Zaïdan avec 124 voix pour sur les 194 élus et a chargé le ministre de la Défense Abdallah Al-Tini d'assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau chef de gouvernement dans un délai de 2 semaines. Au nom de Dieu le miséricordieux, le délai imparti pour le Premier ministre est de 2 semaines. Nous avons vu que ce serait préférable de demander à M. Abdallah Al-Tini d'assister à cette session pour effectuer le serment juridique. M. Abdallah Al-Tini, s'il vous plaît, approchez. Au nom de Dieu, je jure d'exercer mes fonctions en toute honnêteté et dévouement, et de rester fidèle aux objectifs de la révolution du 17 février, de respecter la Constitution, de ne défendre que pour le bénéfice des Libyens et protéger la souveraineté de la Libye, l'unité de sa terre. Ali Zaïdani a dû abandonner la tête du gouvernement pour n'avoir pu empêcher un pétrolier battant pavillon nord-coréen de charger du brut dans le port d'Al-Sedra tenu par les rebelles autonomistes de l'Est de la Libye et de reprendre la mer. L'ex-premier ministre libyen Ali Zaïdani se serait actuellement réfugié en Europe selon la presse locale. Pour rappel, à l'issue de l'insurrection armée qui a abouti au renversement de l'ancien guide libyen Muammar Kadhafi, la Libye s'est retrouvée au bord de l'éclatement et de la guerre civile. Le pays reste instable et son gouvernement peine toujours à instaurer son contrôle sur une multitude de factions. Parution des photos de Charles Blé Goudet sur Internet. Les autorités ivoiriennes réagissent. Elles ont démenti les mauvaises conditions de détention et ont publié à leur tour les clichés de l'ancien leader des jeunes patriotes en bonne santé et dans ce qui est présenté comme sa résidence surveillée. Guillaume Durand d'Africa 24. Le gouvernement ivoirien n'a pas tardé à réagir après la publication dimanche 9 mars de clichés dénonçant les conditions de détention de Charles Blé Goudet, ancien bras droit de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo. Le ministre de l'Intérieur Ahmed Bagayoko a publié via les réseaux sociaux des photographies de l'ancien leader des jeunesses patriotes. Il y apparaît en bonne santé dans sa résidence surveillée. En l'absence d'une revendication ou d'une tentative d'authentification de la part de ceux qui ont diffusé les premières photos, les photos du ministère sont celles qui peuvent faire foi et elles présentent Blé Goudet dans une meilleure posture que les précédentes. C'est peut-être intéressant que les premières photos soient authentifiées et sourcées. Les avocats ont quand même pu le rencontrer, même s'ils ont indiqué qu'ils ont trouvé quelqu'un qui paraissait diminué. Ils ont en tout cas évité d'accréditer pour leur part les photos précédentes, laissant voir un détenu qui serait dans des conditions totalement désagréables et misérables. La polémique relance par ailleurs le débat sur les suites judiciaires autour du cas Charles Blé Goudet.
Le gouvernement ivoirien souhaite qu'il soit jugé en Côte d'Ivoire alors qu'il fait l'objet de poursuites par la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale demande avec insistance Charles Blé Goudé. Le gouvernement ivoirien avait dit qu'il a la possibilité de juger Charles Blé Goudé et Simon Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il est évident que ce qui s'est passé, le débat sur les conditions de détention, soulève une nouvelle polémique. Il y a certains qui disent, bon, écoutez, ne faut-il pas le faire partir à La Haye où il sera peut-être mieux traité ici à Abidjan? Il n'est pas exclu que la question soit à nouveau soulevée, que le gouvernement soit amené à trancher. Le 3 mars 2014, la Cour pénale internationale a demandé pour la deuxième fois à la Côte d'Ivoire de transférer sans délai Charles Blé Goudé, accusé de crimes contre l'humanité devant la CPI. Depuis, les discussions continuent, mais Abidjan estime que la justice ivoirienne a les moyens de juger équitablement l'ancien leader des jeunes patriotes en Côte d'Ivoire. Procès de Pascal Sibikangwa. Le verdict des juges est attendu ce vendredi à Paris en France. Pour l'éditorialiste gracien, si la condamnation à perpétuité venait à être confirmée, les relations entre la France et le Rwanda pourraient être apaisées. Aminata Diak, d'Africa 24. La perpétuité requise contre le capitaine Pascal Sibikangwa, accusé d'être l'instigateur du génocide rwandais. Ce mercredi, l'accusation a demandé devant la cour d'assises de Paris, en France, la peine maximale pour l'ex-militaire rwandais après 6 semaines de débat. Il est accusé d'avoir participé au génocide de 1994 dans lequel plus de 800 000 personnes ont perdu la vie. Selon certains avocats de la partie civile, plusieurs témoignages confirmeraient son implication dans ce massacre. Il a été dit à plusieurs reprises par des témoins au cours des débats qui ont justement confirmé que Pascal Sibikangwa remettait des armes ou des munitions et que ces armes allaient être utilisées évidemment à des fins de chasse aux Tutsis. Il a été dit à plusieurs reprises qu'il avait le pouvoir de vie et de mort. Et donc c'est au vu, si vous voulez, de toute cette série de témoignages, de l'audition de tous ces témoins, qu'il y a eu cette requalification en disant finalement il faut le poursuivre pour acte de génocide. La réquisition à perpétuité est saluée par les témoins et les associations de victimes du génocide. Si la peine est retenue, les relations diplomatiques entre le Rwanda et la France pourraient aussi être amenées à s'apaiser. La condamnation de Sibikangwa pour une durée de perpétuité fera que, disons, beaucoup de plaisir à Kigali, aussi à la population rwandaise, tant plus qu'il célèbre bientôt le 20e anniversaire du génocide rwandais. Ça pourra aussi, disons, réchauffer les relations entre le Rwanda et la France, car il y avait une sorte de suspicion du Rwanda qui pensait que la France protégeait les génocidaires et les Rwandais pourront espérer aussi que c'est le début des jugements, comme il y a beaucoup de gens qui sont présumés avoir participé dans ce génocide, qui résident en France. Ce jeudi, la défense va tenter de convaincre la Cour de l'innocence de l'accusé. Le verdict est attendu ce vendredi. Culture à présent, la production cinématographique de la Digital Radio-Télévision qu'anime et réalise Rodrigue Ngolo prend petit à petit de l'envol. Et cela mérite d'être soutenu et c'est ce que fait d'ailleurs le promoteur de la DRTV, Norbert Dabira, ce jeudi pour la suite des productions des films comme Fiction ou Réalité, Action, Coup de foudre, Tromperie et autres. Les cinéastes de DRTV se sont envolés pour Pointe-Noire. Reportage signé Renka Bikissa et Odvarez Dabira. DRTV Cinéma. Signé 7A, AG Film Production présente la première édition de la tournée Ciné Tendance à Dolizé. Bon, ce que je sache, ta copine t'a déjà lâché, ça sert plus de la protéger. Fiction ou réalité, action, coup de foudre, tromperie, la première des films Amour d'un soir, réalisé par Rodrigue Ngolo, et page tournée de Doudou Biama, produit par Amour Sauveur, c'est pour très bientôt à Pointe-Noire. Quelques acteurs de ces films ont déjà quitté Brazzaville ce jeudi pour Ponton la Belle. Quelques retouches au film avant une première. Un peu stressés, optimistes, confiants, ces acteurs se sont livrés à notre micro avant leur envol pour Pointe-Noire. Ça me fait un grand plaisir d'abord. Je suis vraiment heureuse. Comme c'est pour la première fois, je stresse. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai un peu peur. C'est le dernier virage, si je peux le dire ainsi. Ce qui est vrai, je suis très content pour ce voyage. Et aujourd'hui, le public de Pointe-Noire va découvrir Alaï Safala et l'Arabe Noir. Je suis très ému, très content. Nous allons présenter au public ce dont nous avions comme compétences,
c'est à eux de nous juger. Il est souvent difficile de se juger soi-même. Et donc nous allons exposer le travail que nous avions ensemble réalisé avec les amis et on verra ce que cela pourra donner comme impression vis-à-vis du public pontenegrin et d'Olisien. Je suis très heureuse parce que pour la première fois, grâce au cinéma, j'arrive quand même à me déplacer avec mes amis acteurs pour aller présenter le film qu'on a eu déjà réalisé ici à Brazzaville. Et j'espère que ça va bien se passer. Comme tout réalisateur, ce voyage s'annonce palpitant pour Rodrigue Ngolo, qui se dit être sur la bonne voie. Nous commençons d'abord à Pointe-Noire. Là, on est prêt pour le départ. Pour la grande première, on est à l'étape de la fin du tournage d'un film. Puisque quand on est passé au tournage, à la post-production, là maintenant c'est l'annonce du projet au public pour attendre maintenant les réactions, les critiques du public pour savoir à peu près comment rectifier le tir. Si on prend le risque d'aller à Pointe-Noire, c'est parce que nous sommes sûrs que le travail il est bon, il est de qualité, il est professionnel. Maintenant, ça sera au public de juger. Je veux rectifier, on ne s'arrête pas seulement à Pointe-Noire. Vendredi et samedi, nous sommes à Pointe-Noire. Dimanche, nous sommes à Dolisie. C'est d'une part une production de la Digital Radio-Télévision et le responsable cinéma de la chaîne ne peut que faire de son mieux pour que les tournages se fassent dans de bonnes conditions. Pour la première de ces films, les choses ne sont pas faciles. C'est des projets faits maison, produits par DIR-TV Cinéma. C'est pour ça que nous allons maintenant présenter ces projets, parce que beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qui se fait réellement au niveau de DIR-TV Cinéma? Donc, nous avons fait 2 films. Compte tenu aussi que c'est le mois de la femme, dans ces 2 films, c'est 2 filles qui ont le rôle principal. Et nous avons choisi le mois de mars, effectivement, comme c'est le mois de la femme, pour diffuser ces films, pour montrer un peu les facettes cachées des femmes. Déjà, il faut savoir que nous avons tourné avec les moyens du bord. C'est vrai que c'est DIR-TV Cinéma qui a produit. On a mis les moyens en jeu, mais nous avons travaillé vraiment avec les moyens du bord et nous attendons leurs critiques, de ne pas être trop sévères avec nous, de nous accepter tels que nous venons. Et je pense qu'à travers leur rapport, nous pouvons dire que le cinéma congolais demain pourra trouver sa place. C'est ça même le but de notre voyage. Le rendez-vous est donc pris au lancement de ce film à l'écran. Des hommages mérités ont été rendus ce jeudi à Brazzaville à Jean Morobia, haut conseiller au Conseil supérieur de la liberté de communication, décédé le 3 mars dernier. Parents, amis et collègues de service se sont souvenus de quelques actions de l'homme. Jean Morobia sera conduit à sa dernière demeure vendredi prochain à Boundji, où il sera inhumé. Morel Mabélé, Flavie Ponce. Les membres du Conseil. Décédé le 3 mars dernier, le haut conseiller du Conseil supérieur de la liberté de communication, Jean Morobia, sera conduit à sa dernière demeure ce vendredi à Boundji dans le département de la Cuvette. Ce jeudi, un hommage lui a été rendu par ses collègues de service, amis de la Corporation des médias, parents, familles et connaissances. La cérémonie a eu lieu à l'ex-direction générale de Télé-Congo dans l'arrondissement de Bakongo. Les amis de Jean Morobia se souviennent encore des moments passés avec le défunt. J'ai connu M. Morobia, pas à Brazzaville. Je l'ai connu quand il était à Minsk en URSS. On est rentré la même année. Et à notre retour, il est parti, il était à Dolisie, je pense. Bon, après, on s'est retrouvés à Brazzaville. Bon, c'est un grand technicien. C'est un grand nom que le Conseil vient de perdre. Je l'ai connu. On a travaillé ensemble. C'est un monsieur, nous regrettons, parce qu'on regrette quand quelqu'un est mort. Quand il vit, on ne regrette pas, on ne le sent pas, on le considère pas. Monsieur Morobia, c'est quelqu'un qui a fait de beaucoup. C'est un monsieur qui était très rigoureux dans le travail. Il arrêtait même le sang quand il constate que vous avez commis une faute. Il arrête. Il dit non, j'ai l'impression que il y a une erreur. Et vous discutez avec lui. Vous avez des arguments, c'est bon, mais si vous n'avez pas des arguments, en tout cas, vous reprenez votre émission. Nous avons été tous les deux lancer la radio Fagnon à Ouyou, à Idou plutôt. Et ce jour-là, il y a le président de la République recevait le président gabonais. Le président Momo nous avait donné la directive. Il faut que la radio marche aujourd'hui. Vous savez la complexité de la technique. J'étais très inquiet. Je lui ai dit, mais attention, mais est-ce qu'on va réussir? Il m'a dit,
reste calme. Ça va marcher. Nous étions partis de Brazzaville la nuit. On est arrivé très tôt vers 8 h. Mais à 9 h, la radio marchait déjà. Elle marchait au point où nous avons fait un faux direct avec l'aéroport puisque le président Bongo arrivait. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui s'y connaissait. En tant que technicien, en tant que cadre technique, en tant qu'ingénieur de la maison, on ne pouvait que collaborer. Parce qu'après Dolizy, nous sommes revenus à Brazzaville suite aux événements et il a enchaîné directement avec la télédiffusion où il était chef de service énergie avant qu'il aille à la radio. Et effectivement, on ne peut que collaborer parce que qui dit télédiffusion, dit radio, dit télévision. Jean Morobia était ingénieur des travaux en technique audiovisuelle et communication par faisceau hertzien. Il était aussi directeur technique de la Radio Congo avant qu'il soit élevé au conseiller de l'organe régulateur des médias. Jean Morobia est l'un des pionniers de la Radio Liberté. L'illustre disparu a contribué à la mise en service de plusieurs radios et télévisions dans le pays, à l'instar de la radio Télé Liberté en 1997, Radio Télé Alima à Bunji, Radio Télé Nkeni à Ngamboma, Radio Amour Luzolo à Brazzaville. Jean Morobia quitte la terre des hommes à l'âge de 55 ans. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Voilà, c'est par là que nous bouclons cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain à 20 h 30.